Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifié. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine, alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jooms Podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de ma sœur Sandra. Hello! De ma maman Élise. Yes! De ma sœur Clémence. What up? Et de ma sœur Liliane. Wouhou! Et moi je suis Valérie et on est ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Jooms Podcast. Aujourd'hui, on va parler de double culture. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le cul entre deux chaises, d'avoir le cul entre deux cultures? Vous allez tout savoir aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui on parle de double culture parce que je pense qu'il y a énormément d'enfants et de parents et même de gens de manière générale qui sont parfois ballottés, on dit, entre deux cultures, parfois trois même, et qui doivent trouver leur place ou de la faire ou de choisir leur identité. Bref, sujet passionnant les filles. Est-ce que vous êtes assis sur une chaise ou vous avez le cul au milieu des deux? Je vais recommencer parce qu'elles n'ont pas compris ma question, mais c'est pas grave. Elles n'ont pas écouté mon intro non plus, mais c'est pas grave non plus. Ah, on a l'habitude. Je disais en fait que le fait d'avoir une double culture, c'est parfois avoir le cul entre deux chaises. Ma question c'est, est-ce que vous avez les fesses assis sur une chaise? Si oui, laquelle? Ou est-ce que vous êtes au milieu? Alors, au début, je pense que j'étais assise sur une seule chaise. Voilà, les 18 premières années de ma vie. Alors, même si j'étais, les parents nous emmenaient dans des... Je sais, il y avait les associations, là, on allait là faire du sport. Tous les Camerounais de votre génération qui étaient arrivés en même temps en France. Pour avoir un espèce de moment de rassemblement, en fait, vous organisiez des journées avec vos enfants que vous avez eu, et pour faire du sport, pour partager des moments. Donc, ça permettait quand même de se rattacher à la culture en faisant ça. C'était vraiment cool. Moi, j'adorais ces journées-là. Mais globalement, quand même, j'avais l'impression d'être blanche, moi. Et je pense que tout a changé quand j'ai eu mon premier enfant. Parce que voilà, la maternité, tout ça, les hormones, blablabla, trucs, il se passe des choses auxquelles on est... D'ailleurs, on se dit que ça n'arrivera jamais, ben si, ça arrive. Bref, une vraie réflexion et une reconnexion à ma culture, une reconnexion à mon africanité. Alors, je me suis rendu compte que j'étais pas sur une seule chaise, mais sur les deux chaises. Donc perdu quoi. Tu devrais faire Cisco en fait. En fait, Valérie, ton histoire de chaise, ça perd. Ouais, ça perd. Mais non, mais en fait, parce que j'étais perdue. Je pense que j'étais perdue. Ça, c'était à mes 30 ans. J'étais quand je dis cul entre les deux chaises, c'est ni blanche ni noire. Je sais pas. Et puis il y a eu plein de choses qui se sont passées à ce moment-là de ma vie, donc j'étais avec quelqu'un, on s'est séparés, voilà, donc c'était beaucoup de choses. Enfin là, tu me poses la question, sincèrement, je vais fouiller dans ma mémoire pour essayer de capter,
Mais c'est à partir de... Donc, je me sépare, et puis un peu plus tard, je tombe enceinte. Voilà, le miracle. Et... La Vierge Marie. Voilà, avec quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, là, c'est là, quand j'accouche, que je me reconnecte vraiment à mon africanité. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, je suis le cul sur une chaise, c'est-à-dire la mienne. Voilà. Damn! Oh, baby! What? That was dope. Tu vas inscrire ça sur un t-shirt. Est-ce qu'on peut mettre ça? Je suis assise sur ma propre chaise. Je suis assise sur ma propre chaise. C'est génial. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Merci. Allez. Voilà, bonne soirée. Alors, le cul entre deux chaises, je pense que c'est... Quand je partais du Cameroun, moi, j'étais assise sur une seule chaise. T'étais sur quoi? La chaise africaine. La chaise... Oui, t'es née là-bas, toi. Je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 19 ans. Oui, 19 ans. Et téléportée, oui. Tu arrives en France, dans un univers européanisé. Au début, tu gardes un peu cette africanité, etc. Mais au fil des ans, tu la vois se diluer, en fait, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu la vois ou tu la dilues? Tu la vois se diluer. Tu te rends pas compte, en fait, que certains actes que tu poses, que ta façon de t'habiller, ta façon de te coiffer, d'oublier que tu as les cheveux crépus, que tu avais de l'afro, que tu avais une belle touffe sur ta tête, tu oublies un petit peu ça et tu te fonds dans la masse et tu oublies un peu d'où tu viens, sans oublier, parce que tous les ans on allait quand même au Cameroun. Dès le début, vous alliez au Cameroun? Oui, quand Sandra est née, D'accord. Ouais, quand Sandra est née, oui, on est allé au Cameroun. Et en vieillissant, je suis un peu sortie de là et je me suis reconnectée avec mes cheveux sans tissage, sans défrisage. Et aujourd'hui, j'ai la tête rasée. I have no hair. Enfin, il s'est passé combien de temps entre le moment où tu mets ta perruque et le moment où tu la balances? Beaucoup trop de temps. D'accord. Beaucoup trop de temps. Mais c'est-à-dire 25 ans. 25 ans? Ouais. That's a long road. Ouais, man. c'est non. Mais bon, vaut mieux ça que jamais. Mais je regrette pas, je regrette pas, hein. Je dis simplement que j'ai à un moment donné oublié d'où je venais, et parce que j'étais dans un environnement, je ne pouvais pas affirmer qui j'étais de manière forte, de manière assumer le fait que je sois noire, black et femme. Mais est-ce que tu savais qui t'étais à cette époque-là? Non, je pense pas. Kylian? Alors moi, je crois que j'étais pendant longtemps sur une chaise, la chaise... Napoléon? Franchement, elle est belle celle-là, la chaise Napoléon, non? Ouais, un peu trop vue, mais... Non, j'étais sur la chaise plutôt de l'Occident, la chaise française, on va dire. Et c'est maintenant que je commence à essayer de retrouver le chemin vers mes racines, mes ancêtres, et que c'est pas évident parce que j'étais dans une matrice, Valérie. Écoutez le podcast de Valérie sur la matrice. Quand t'es dedans, en fait, tu te rends pas compte de ta couleur de peau spécifiquement. Un peu comme ce que tu disais, la mère, c'est se fondre dans la masse. Déjà, je suis de nature, en plus, à me fondre dans la masse de base avant même d'être noire. Donc, voilà, donc ça rajoute encore plus. Et ensuite, de retrouver le chemin. Comment tu prends conscience de ça, que tu dois le retrouver, et quelles sont les choses qui font que tu vas essayer d'aller creuser cette partie de toi pour juste te reconnecter avec qui tu es, en fait. Et c'est ça que je suis en train de faire là, donc à mes 37 ans. Est-ce que tu as une idée de comment retrouver ce chemin? Je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui, effectivement, me manque beaucoup et qui doit juste passer par un travail un peu plus profond que j'ai commencé à faire un peu en faisant un voyage spirituel. Et qui m'a permis d'ancrer finalement physiquement mes pieds dans la terre africaine. Mais aujourd'hui, il faut qu'en fait les racines qui ont été plantées puissent pousser et donner des fruits. Et pour faire ça, je crois qu'il faut que je travaille tout simplement. Donc ça veut dire connaître l'histoire de mon pays, voir ce que mes ancêtres ont fait, essayer de juste m'intéresser déjà de base à ce que les enseignements que peuvent apporter l'histoire de l'Afrique, et ensuite de façon plus terre à terre, juste invoquer mes propres ancêtres. Ok, super. Clémence? Pendant de ma naissance, on va dire. Bon, quoique au début, je pense que j'étais sur la chaise africaine parce que je me posais pas de questions, parce que quand t'es enfant, tu fais pas vraiment la différence entre... Enfin, je me disais même pas que j'avais une double culture à ce moment-là. Après, avec l'école et tout ce que ça comporte, où on m'a vite fait remarquer que en fait, j'étais pas complètement comme les autres, j'ai commencé à remettre en cause la chaise sur laquelle j'étais, et je suis passée de l'autre côté, du coup.
Je suis allée sur la chaise européenne, caucasienne. Je pense qu'aussi je me considérais comme blanche. Ça s'est fait automatiquement, un peu comme Mystique dans X-Men. La fille qui est en bleu, elle prend la forme qu'elle veut et tout. Donc c'était un peu ça. Donc je me suis transformée pour m'intégrer. Ça a été un automatisme. Je me disais dans ma tête que ça allait me permettre de pas souffrir ou de pas subir les attaques ou les mini-phrases racistes ou les choses comme ça. Donc c'était plus simple. J'ai fait ça toute ma scolarité. En tout cas, collège, lycée, j'en étais consciente. Avant, je sais pas, mais collège, lycée, j'en étais consciente. Quand j'ai quitté la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est-à-dire Margency, on était genre 2 familles de noirs. Ah ouais? Bah, c'était pas... Il y avait personne sur qui on pouvait se référer. Vous, à votre époque, je sais qu'il y avait encore moins de personnes, surtout dans le collège, lycée dans lequel on était, parce qu'on a tous été dans le même collège-lycée. Moi, j'étais la seule noire. Ah, moi aussi, j'étais la seule noire. Du lycée. Donc, Ouais, non, il y avait 1 ou 2 métis, moi. Mais bon, c'était perdu comme ouais. moi. Donc, moi, il y avait un peu plus de monde, même si, voilà, ça reste peu. Et c'était aussi des gens que je connaissais de l'extérieur, donc des amis de la famille et tout. Donc, tout le monde était tout le monde faisait son chemin. Il n'y avait pas un truc en mode, venez, on essaye d'être noirs ensemble. Quand je suis partie de cette ville... Et que je suis venue, je vous ai rejoint en 2015 pour faire le stage d'été. Enfin, ça a fait une transition, en fait, parce que les personnes avec qui j'avais grandi m'ont pas vraiment reconnue. Genre, j'ai laissé mes cheveux naturels, ce que je faisais rarement, ou quand je le faisais, je me lissais les cheveux à mort. J'ai commencé à m'habiller différemment, à être différente, mais pas vraiment. Du coup, c'est juste que j'avais enlevé le masque que j'avais. Donc, j'ai perdu pas mal de gens avec qui j'étais, mais je pense que ça arrive pour une raison. Et que je devais faire un bout de chemin avec eux. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la transition. Après, transition, ça voulait pas forcément dire que je comprenais. J'ai fait cette transition donc de la chaise blanche à la chaise noire, on va dire, mais sans non plus profiter ou essayer de connaître ou de tester mes ancêtres, etc. Ça s'est débloqué là, vraiment récemment. Donc, j'arrive à inclure cette partie-là dans mes rituels, surtout le matin, ce qui va me permettre de m'ancrer. Dans ma musique aussi. En fait, j'essaye de me nourrir au maximum de notre héritage, de tout ce qui s'est passé avant, de notre culture, et de l'incorporer dans mon travail et dans ma vie au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a? Ta tête est là. C'est cool. Moi, j'ai failli éclater de rire depuis. Pourquoi hier, j'étais comme ça. On écoute. Oui, mais bon. Pourquoi tu hates comme ça? Non, franchement. Hate on me, hater. Now or later, 'cause I'm gonna do me. You keep making me. Seuls les gens qui ont regardé Glee peuvent comprendre ça. À couper au tournage. Non, on ne coupe pas. Mais la chose par-dessus. Alexia, elle connaît Glee, ne coupe pas, ma sœur. Ok, alors le cul, alors... Tu vois les chaises, ça fait chier, hein. Et toi, Valérie? Non, c'est bon, j'ai la question. Et toi, Valérie, du coup Moi, aujourd'hui, je suis en lévitation, carrément, tu vois. Genre, j'ai même pas de chaise. Je m'assieds pas, ça sert à rien. Ça fait mal aux fesses. Je suis en position, dans une posture de yoga, c'est ça que je fais. En fait, je pense qu'au début, j'étais sur la chaise Napoléon, clairement. Et je voulais absolument être sur la chaise Napoléon. Mais je savais que quand je dansais, j'étais plus sur les tabourets bamileke qui sont bas au sol, comme ça, avec les croisements. Donc j'étais plus assise. À ce moment-là, c'était là où ma négritude s'exprimait. Et c'était ok parce que la noire danse bien. Je suis la noire qui danse bien et ça me va très bien parce que je danse bien. Est-ce que vous êtes déjà allé... Attends, je fais une petite aparté. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une soirée où il y a que des caucasiens? Hello. Il y a... Et à un moment donné, on met la musique. Magic System, mais c'est ta chanson. Et là, on dit ça, c'est pour vous. Ouais, non. Donc ça, c'était l'identité. En fait, tu prends les bons trucs, tu vois. Drôle. Ouais, drôle. Enfin, c'est bon, Banania, finalement. C'est un peu... amuser la galerie, quoi. C'est ça, t'amuses la galerie, t'es rigolote, quoi. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le lycée, toujours un peu pareil. Ensuite, j'ai fait une année de fac. L'année de fac, ça m'a quand même bien remis sur le droit chemin. J'étais à Tolbiac et c'était l'année où il y avait des grèves de malades et il y avait plein de noirs, plein d'arabes là-bas. Donc moi, j'étais en mode what? My people! Ils existent! Wow, c'est trop bien! Oh, salut, I see you! Comme ça. Et ensuite, les caucasiens me manquaient trop, je suis allée à l'ESSEC. Ouais, je me suis dit, allez, c'est reparti! et ben là-bas, en fait, j'ai créé une bulle avec des tabourets bamileke. Il y avait un tabouret bamileke, un tabouret tahitien, un tabouret congolais, un tabouret réunionnais, enfin, que des filles, en fait, qui étaient pas du tout dans les standards
frères caucasiens. Et c'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Et 5 ans. sexy. Et donc voilà. Mais sinon, en tout cas, le travail d'identité. Je pense que le fait aussi d'avoir mon premier vrai copain qui était camerounais. Which one? You guys are not fun. Anyway. Donc We know. d'avoir ce premier ancrage en fait finalement au Cameroun. Et ensuite, je me suis pas mal documentée, mais je suis passée par la culture afro-américaine pour revenir en Afrique. Donc j'étais fan de Martin Luther King, j'avais un poster I Have a Dream dans ma chambre, j'avais le drapeau du Cameroun, enfin c'était hyper important pour moi de me rappeler inconsciemment que bah voilà, c'est là d'où je venais quoi. Et donc ensuite, fast forward, la fin de la vingtaine, les 5 dernières années de la vingtaine, et là ça a été les chocs en fait, d'apprendre vraiment l'histoire, que ok, tes ancêtres c'est pas les Gaulois mais tes ancêtres c'est les Africains, les Bamileke, et ensuite tu apprends l'histoire et tu lis des livres, tu lis tout ça, tu te prends des grosses gifles. Tu passes par des phases de grosse colère, enfin je suis passée par des phases de grosse colère, de dégoût, d'injustice, etc. pour revenir à quelque chose d'un peu plus apaisé. J'avais aussi énormément de commentaires me disant que j'étais pas assez africaine, pas trop blanche, enfin tu vois des trucs comme ça quoi. Genre tu sais pas cuisiner, tu sais pas faire ci. Et c'est des commentaires un peu passifs-agressifs, un peu comme ça passés en soum-soum. Et quand t'as pas les outils intellectuels pour te défendre sans être angry black woman, en fait tu t'arrives pas. Donc maintenant aujourd'hui, je pense qu'il y a plus personne qui oserait me faire un commentaire comme ça. Enfin quelqu'un qui me connaît, je pense qu'il pourrait plus. Et quand bien même on t'en ferait. Et quand même mon frère, tu vois, je te remets à ta place Maga, avec donc, amour, Krav Maga, amour, Krav On Maga. comprend pourquoi tu fais ce sport. Donc voilà, et en fait jusqu'au jour où j'ai décidé que mon l'identité c'était moi qui la définissais. Donc je suis trop noire, pas assez noire, trop blanche, pas assez blanche. Enfin en fait, Mais quand je suis moi. Go F yourself en fait. Toi tu es quoi, tu es qui? En fait c'est toi qui distribue les passeports ou les cartes de validité d'être noir ou d'être c'est qui en fait? Qui décide ça? Personne. C'est moi qui décide mon identité. Si ça te pose un problème, pose-toi une question sur ton identité. Parce que quand t'es assis dans ton identité, t'es pas en train de remettre l'identité des autres en cause. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, je suis plus en paix, mais je suis hyper fière d'être africaine, hyper fière d'être noire, et aussi très fière d'être française parce qu'il y en a une belle histoire, que je suis née ici, et que c'est un pays qui a permis à mes parents aussi de nous créer un destin et de nous créer une vie qui fait qu'aujourd'hui on est derrière ce micro. Et j'aurais sûrement eu une autre destinée au Cameroun. C'est pas mieux ou moins bien, mais en tout cas, ce qui est là aujourd'hui, je suis reconnaissante. Ce qui a aussi beaucoup joué dans ma construction, dans mon identité, dans mon acceptation de mon africanité, c'est les voyages qu'on faisait au Cameroun. On a eu de la chance quand même. Alors c'est vrai qu'il y a eu un temps où on n'est pas allé pendant longtemps parce que je pense que financièrement, les parents étaient en train de se construire. Mais après, à un moment donné, on a pu y aller un peu plus régulièrement. Pour moi, c'est un voyage initiatique pour les enfants, en fait. Si les parents peuvent amener leurs enfants, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans d'autres pays africains, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, parce que c'est important de savoir. Après, les choix se font d'eux-mêmes. L'essentiel, c'est d'être heureux là où on est, que ce soit au Cameroun, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, c'est d'être en paix avec toi-même et de savoir qui tu es, qui tu as envie d'être, et de travailler pour ça. Te pointer du doigt parce que tu n'es pas assez blanche, te pointer du doigt parce que tu n'es pas assez noire, parce que vraiment, pour moi, ça... C'est un épiphénomène. Il faut que chacun définisse dans son fond intérieur la personne qu'elle a envie d'être et puis d'assumer, tu vois, d'assumer. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir rentrer ou de pouvoir aller une fois par an au Cameroun. Et d'ailleurs, on l'a fait un moment, puis on a arrêté à un moment donné aussi de le faire, parce que je pense que ça devait coûter une fortune. Oui, au-delà du billet d'avion, Valérie, il y a tout La tout vie ce sur que ça place, comporte. les transports. Le transport, La l'hébergement, nourrir la famille. L'argent pour la canne à sucre. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc c'était vraiment un budget conséquent. Tu arrives à identifier de l'endroit d'où tu viens. Voilà. Et même d'avoir un rapport avec mes grands-mères, et mon grand-père au début, mes grands-mères. Après, là maintenant que je travaille sur l'arbre généalogique, je vois la richesse que c'était de pouvoir au moins pouvoir échanger une fois avec mon grand-père qui m'a dit « Tu es mal élevé ». Je me souviens très bien de ça. Ah ouais? Ouais, je m'avais dit ça. Lequel? Il m'avait dit « T'es mal élevé parce que je lui avais donné du sirop ». Et j'en avais fait tomber, bah oui, je suis un peu clumsy, sorry, grand-papa. T'étais petite surtout. Il m'a dit tu es mal élevé. Donc voilà. Après, donc, ils ont pas la même façon de parler aux mais enfants. au moins, tu vois, j'ai un souvenir de mon grand-père. Ça, c'est cool, tu vois. Je suis contente, même si c'était cette interaction qui fut peut-être un peu passive-agressive. Un peu. Sur les bords. Je suis contente. C'était quand même super d'aller au pays. Par contre, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de tranquillité quand t'es dans une double culture, j'ai l'impression. Parce qu'en France, t'es noire et là-bas, t'es blanche. Donc ça se voit déjà que tu viens de France. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le rapport à la beauté, il est complètement différent.
par exemple en France, j'étais la pote des meufs canons de mon collège, de mon lycée, mais parce qu'elles étaient belles, mes copines, tu vois, mais moi j'arrivais pas à voir ma propre beauté, et puis le monde le voyait pas, parce qu'il y avait pas encore toutes les Beyoncé, enfin toutes ces meufs qui nous montrent une beauté autre. Oui, et en même temps, tu rentrais, comme disait Clément, dans une case. C'est-à-dire que tu pouvais même pas voir ta propre beauté qui était, voilà, au-delà même de ce que les filles avec qui tu marchais, tu n'arrivais pas à t'achever. Mais comme elles étaient blanches... Ok, shade. Non, c'est pas une compétition de beauté. Non, de je qui dis est pas que plus. c'était une compétition de beauté. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, tu étais dans une case, tu ne pouvais pas voir ta beauté au-delà de ce qu'elle représentait pour toi, tu vois. Non, c'est sûr. Mais par contre, le Cameroun, sur ça, c'était bien d'un point de vue ego trip. Parce que quand t'arrives au pays... shit. Ah, what's the shit? I'm the shit. The shit, ça veut dire que beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Est-ce que c'était ça parce que je sentais la France, donc je sentais l'argent? Est-ce que c'est ça parce que j'ai le teint jaune comme le teint des taxis? Tu sentais l'argent, mon ami. Dis-moi comment tu sentais. Est-ce que moi t'as le teint jaune comme le teint des taxis, really? Est-ce que c'était ça? Je sais pas, mais en tout cas... Gars, moi je te dis pourquoi c'est. Parce que, J'ai un gros premièrement, front. il y a Bombé. le pepper. Deuxièmement, tu es comme une métisse, mon frère. C'est vrai. Donc ils pensent que tes C'est parents, vrai. un de ton père est I blanc. don't know why I said... C'est vrai comme c'est un compliment, because it's not and it's not. Enfin, Yeah, doesn't mais voilà, make- Clémence et Valérie, vous êtes les deux métisses de la famille. Ah, just accept it. Bon, ok, bah écoute, mais la difficulté, tu vois, d'être métisse quand tu es considérée comme la plus noire, c'est-à-dire que tu prends les photos dans le parc de Bury, tu es noire, on ne te voit même pas parce qu'il y a l'ombre, et tu arrives au Cameroun, tu es métisse, et on te dit t'as un taxi. Je te jure, Bon, le tu vois, contraste en termes de un petit peu, dissociation de personnalité, si tu veux, Ouais. t'es un peu comme ça, quoi. Mais voilà, c'était quand même cool parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des standards de beauté. J'aurais pas pu le verbaliser, mais je l'avais entendu en philosophie et ça m'avait fait du bien de dire, ben voilà, la beauté. Ma prof de philo, quand j'ai enlevé un de mes écouteurs parce que j'écoutais la musique, elle avait dit... J'ai eu 4 au bac. Mais donc du coup, elle avait parlé de la beauté et que la beauté c'était quelque chose qui était subjectif et que c'était lié à aussi la culture. Donc elle disait, vous pouvez aller dans un pays et être considéré comme moche, bon, et aller dans un autre pays et vous êtes la plus bonne de tes copines. Ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression quand même de pouvoir retourner aux sources, ça peut t'aider dans ton identité, de savoir d'où tu viens, de marcher dans la rue et de pas te dire je suis noire. You just... Ouais. Yeah. Non, mais en fait... Enfin, tu te poses pas de questions sur ton identité. En fait, cette identité, souvent, L'identité, n'intervient que quand tu es en face des gens qui ne sont pas comme toi. Quand tu arrives au Cameroun, tu te poses pas la question de savoir si tu es noir ou tu es noir, quoi. Est-ce qu'on vous a déjà fait comprendre que vous étiez soit pas noire, soit pas blanche? Non. Non. On est rien, quoi. Bah t'as rien. Bah oui, t'as rien. Non. T'es rire. Ah non. Non, on vous a jamais fait... Enfin, par exemple, dans la communauté afro, on vous a jamais fait remarquer que vous étiez une bounty? See, every time I put my feet in the country. T'as dit quoi? Bah, à chaque fois, enfin, quand j'étais petite, je me souviens pas, mais les dernières fois où je suis allée au Cameroun, ça commençait à l'aéroport, quand on m'appelle la blanche. Oh, mais c'est Ça pas une veut bounty blanche. Tu vois la barre de chocolat ou pas? Parce que c'est du chocolat à l'extérieur et de la noix de coco à l'intérieur. Si, je crois qu'on m'a Non, appelé déteste. comme ça dans la rue une fois, mais... Quelqu'un I qui te don't connaissait pas remember. t'a appelé Bounty dans la rue? People call you a lot of names. T'as une sacrée vie, hein. Ok. Well, yeah, mais j'ai pas... Je pourrais pas me rappeler de quand, mais oui, on m'a déjà appelé au moins une fois Bounty, ouais. Mais je sais que pour les personnes d'origine asiatique, il y a l'équivalent, c'est banane. Les gens sont assez créatifs. Ouais, hein. n'est-ce pas? Ouais, Hein, ça parle de vous. La nation est poussée à son paroxysme. On adore, hein, merci C'est beaucoup. chaud, hein. Ok, c'est pas très cute. Hello Guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. La première fois que vous vous êtes dit, c'est bon, je suis whatever, tu vois, je suis noire ou blanche ou comment vous vous définissez? Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté de care? Si vous avez arrêté. Et je crois l'été 2015, hein. C'était 2015. Ah ouais, ça c'est l'été. 2015. Bah, l'été 2015, c'est un peu le changement de toute ma vie. Hein. Je suis arrivée ici pour faire mon stage et tout. Et après, ouais, t'es là. Tu veux pas faire un big shop? Tu veux pas faire un big shop? Tu veux pas faire un big shop? T'es là. Non, T'as pas fait après, de je big suis là. shop, finalement. Non, mais juste repasser au naturel plutôt. Ah ouais, J'avoue j'avoue que que j'étais lourde. Ouais, mais je l'ai fait au final. Ouais, j'étais pas si lourde que ça. Non, Ou bien mais lourde. c'est à ce moment-là, hein, pour moi en tout cas. Enfin, c'est la coupure entre le lycée et la ville, et après école de commerce, et la transition entre les deux. Tu as arrêté de prêter de l'attention à comment les gens te percevaient par rapport à ce spectre blanc-noir, Ouais. afro-occident. Donc là, tu t'en fous. Ouais. Ok. Après, je pense que ça a aussi évolué parce qu'il y a aussi plus de personnes à qui je peux m'identifier, et donc c'est moins
Avant, c'était plus en mode, je vois pas non plus des gens qui me ressemblent. Donc, en plus d'avoir une qualité identitaire, j'ai pas vraiment des gens qui peuvent me dire, mais hey, on est comme toi. Alors que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. Sur les réseaux, même les artistes que je suis. Donc, c'est plus simple, sain, c'est plus fluide. C'est pas pareil qu'il y a 5-6 ans. Ça n'a rien à voir. Les filles, est-ce que vous pouvez dire que vous vous en foutez maintenant, que vous avez défini quelque chose qui était vous? Et si c'est le cas, quand est-ce que ça s'est passé, la transition? Moi, à vrai dire, je crois pas m'être jamais souciée de ce que les gens pouvaient penser quand j'étais en école de commerce, etc., par rapport à ma couleur de peau. On était genre 3 dans la promo, une promo de 200 personnes noires, où je me suis jamais posé la question, c'est peut-être ça aussi, où ça m'a jamais importé Enfin, que tu sois français, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois... Peu importe, en fait, d'où tu viens. La question même de faire des choses envers ma personne parce que j'étais noire ou autre, ça m'est jamais a priori arrivé. De ce dont je peux me souvenir, en tout cas. Je suis pas certaine que le fait qu'on fasse des choses à ton égard par rapport à ta couleur de peau, c'est lié à ta dureté ou à ta mollesse, tu vois, genre de caractère. Hein. Je pense pas que ça soit en corrélation. Si après, c'est peut-être un truc de est-ce que du coup tu parles à des gens? Et donc, est-ce que après, dans les familiarités où les gens peuvent se permettre certaines choses, ou est-ce que tu parles à personne, ou je sais pas, où t'as un cercle réduit, mais je pense pas que ça soit lié au fait d'être quelqu'un qui est dur. Parce que moi, j'ai eu des trucs, je me considère pas comme forte ou pas forte, ou dure ou pas dure. Si j'entends dans mes amis de l'entourage vraiment proche, je ne parle même pas des gens qui étaient à la fac avec moi, parce que je pense que j'ai même pas beaucoup de contacts avec eux. Et ceux avec qui j'ai gardé des contacts, en fait, je leur dis quand ça me plaît pas, même si c'est une blague ou autre, en fait, gars, c'est juste raciste, en fait, ce que tu viens de dire. Et je le dis pas comme ça, là, comme je viens de le dire, mais je lui dis, en fait, non, en fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est raciste. Est-ce que vous avez déjà eu à vous justifier devant des gens, genre vous êtes la cause, la personne noire, et vous devez expliquer, mais alors, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait pas... Je me suis retrouvée en Croatie quand j'ai fait le séjour invité par l'agence. On était à table, et à un moment donné, une meuf me dit, oui, bon, les blacks. Et alors, je lui ai dit, bon, noir, je lui ai dit 2 fois. Et donc, elle voulait une explication, et là, en fait, ça c'est le silence sur toute la table. Braquage sur moi. Micro. Là où je suis pas spécialement défensive, le fait que j'ai autant de regards sur moi, ça m'a profondément agacée. Et tu sais, de devoir expliquer, non, mais en fait, enfin, juste, moi, j'aime bien qu'on dise noir, parce que il y a une forme de pudeur et de malaise à dire noir, alors que c'est une couleur, et encore, c'est même pas la bonne couleur. Black, c'est un mot anglais, donc dis noir quand t'es avec moi. Maintenant, s'il y a des personnes qui disent, ah, mais moi, il y a pas de souci, tu peux pas dire black, ça les regarde, et je suis pas le porte-parole des noirs. Et donc, de devoir me justifier comme ça m'a gonflé. Et vraiment, là, je me suis dit, mais je suis vraiment noire, quoi. Et même si tu leur expliques, ils vont dire, ah ouais, d'accord, mais ils peuvent pas vraiment Ils comprennent pas. Ouais, mais arrivé, c'était un mariage où vous étiez toutes les deux avec moi. J'étais donc à une table assise entourée de blancs et il y avait juste une personne noire avec moi. C'est à l'époque où j'étais avec mes cheveux naturels et j'avais fait une couleur. Une jeune femme blanche vient me voir et me dit, mais tes cheveux là, mais on peut faire de la couleur sur les cheveux noirs ? Je sais plus ce que je lui ai répondu, mais je pense qu'elle s'est sentie très très mal après m'avoir posé la question. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Est-ce que tu es en mode genre tu l'envoies péter parce que tu dis c'est évident, ou est-ce que tu es en mode bon en fait en même temps elle peut pas savoir. Non mais je sais. Sa main tu mets dedans, tu dis oui. Hell no, don't touch my hair. Je peux toucher mes cheveux, sérieusement. Don't touch my hair. Mais après, voilà, la question c'est, est-ce que, quand on a ce type de questions-là, quel est le positionnement ? Est-ce qu'on est en mode, vous faites chier à poser ces questions, tu devrais savoir ? Ou est-ce qu'on est en mode éducation ? Parce qu'on peut pas savoir si on ne connaît pas. Enfin, je pense que le vrai problème, c'est l'ignorance. Et si tu choisis d'être sur la phase défensive, quel que soit le sentiment que tu penses, tu vas cultiver cette forme d'ignorance parce que la personne ne va jamais vraiment savoir pourquoi elle peut pas dire cette chose-là ou pourquoi elle peut pas toucher tes cheveux, parce qu'en vrai, on leur apprend pas aussi. Enfin, c'est pas un truc... ouais, mais après, il y a des basiques trucs quand même. Genre, oui, c'est comme... on n'est pas des chiens, tu vois. Il y a pas de problème. Je dis pas que c'est ok, c'est juste que si tu veux que la personne n'apprends pas, comprenne, est-ce que même toi, entre personnes blanches, tu penses qu'elles sont là à se tripoter les cheveux ? Yeah. Oui, elles se tripotent. Sometimes, yeah, they touch their hair, they just... Oui, mais elles le font pas, genre tu trouves pas une meuf dans la rue, mais c'est clair, en disant t'es dans le métro et tu dis est-ce que je peux toucher vos cheveux ? C'est comme si tu sais que je viens de passer 5 heures à laver mes cheveux et que tu vas mettre du gras dedans. Non, mais je pense qu'il y a une forme d'ignorance en fait. Et ils ne veulent pas savoir. Et puis il y a un imaginaire inconscient des noirs qui sont comme des bêtes que tu mets dans une cage, quoi, finalement. Oui, c'est imaginaire la Valérie, malheureusement, il est toujours là, ancré, avec l'esclavagisme, la colonisation et tout ce que ça peut comporter. Là, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est pas conscient. C'est absolument pas conscient. C'est l'héritage transgénérationnel. C'est dans les gènes des gens, même quand ils parlent, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Ouais.
En fait, c'est même pas conscient. Non, c'est clair. Moi, en tout cas, je ne m'énerve plus, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pour emmener la personne à se rendre compte que, en fait, la question est peut-être stupide. Ou déplacée. Enfin, je lui renvoie, en fait, la balle. Mais je m'énerve plus. Enfin, ça sert à rien. Est-ce que c'est pas un luxe, par exemple, la manière dont tu réagis, qui est très bien, moi je pense que c'est la manière à faire, mais que, par exemple, tu vois, nous, on n'est pas en train de devoir gérer des flics qui nous contrôlent tout le temps, avec des abus quotidiens. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, même par rapport aux parents. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes combats. Ouais. Moi, j'ai du temps pour pouvoir réfléchir à ma personne, ma conscience, mon développement personnel, et blablabla. Et finalement, c'est ça qui doit se passer, parce que si on est tout le temps dans le combat de nanana, écoute, c'est dommage. En même temps, c'est pas toujours évident. Vous arrivez en France, vous avez rien, voilà. Aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé, vous avez réussi. Si on doit prendre sur une échelle des gens qui réussissent, vous avez clairement réussi, le père et toi. Si la métrique, c'est financier, c'est ça? Puis même les enfants, enfin tu vois, les enfants, oui, l'environnement, les petits-enfants et tout ça, enfin c'est pas que la réussite financière, non, moi j'étais vraiment en train de dire, quand tu demandes à un de tes collabs de réfléchir à un personnage et que le personnage qu'elle voit noir est dans une situation défavorisée, tu te dis que voilà, moi j'ai le temps de réfléchir à qui je suis, où je vais, dans un environnement paisible, dans un environnement où je me sens en sécurité. Et où tu as tes besoins primaires. Voilà, exactement, oui, effectivement, c'est un niveau philosophique dans l'élévation de la pensée, enfin voilà, où je peux me permettre de répondre ça. Maintenant, il y a des gens qui sont dans les quartiers, qui ont conscience aussi de ça, qui ont accès aux réseaux sociaux, qui lisent bien sûr. des bouquins, etc., et qui répondraient à la même chose que moi. Donc. C'est pas tant par rapport à la classe sociale, c'est plus par rapport au niveau d'oppression auquel t'es confronté, c'est plus ça. C'est toujours pareil, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à endurer plus que d'autres. Voilà, et il y a une différence sur ça, en fait. Que ce soit émotionnellement, que ce soit par la force mentale, il y a des prédispositions qui peuvent être changées et transformées, bien sûr, mais quand on arrive dans certains environnements, pourquoi il y en a qui réussissent et pas d'autres? Ils ont les mêmes possibilités de réussir. Et ça, c'est le mental, c'est la personne, c'est sa combativité, c'est la façon dont elle est née, sa relation in utero avec sa mère. Enfin, quand on remonte en fait finalement dans tout ce qui se passe avant que l'enfant soit expulsé du ventre de sa mère et donc mis dans un environnement plus insécure que quand il est ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre pendant 9 mois? Qu'est-ce que la mère envoie comme information à son bébé? Et ça change tout. C'est clair. Non, c'est clair que la transgénérationnalité, de toute façon, on arrive toujours dans nos podcasts à y revenir, parce que c'est un facteur qui est sous-estimé, mais qui a une importance... Ah ouais, c'est un truc de malade. Et puis après, il y a aussi la chance, le fait que tu sois né là, un tel est né là, un tel est né là. Qu'est-ce qui fait, en fait? Qu'est-ce qui a défini ça? Rien, c'est... Là, pour le coup, je crois que je sais pas si quelqu'un a une réponse à ça. Personne n'a de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Quand, par exemple, on voit des enfants qui sont au fin fond de l'Afrique et qui arrivent à suivre des cours de Harvard parce que ils ont Internet et qui construisent des objets incroyables avec rien. Aujourd'hui, la connaissance, elle est scalable et elle est accessible n'importe où. Donc, du coup, ça a un peu modifié, en fait. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est clairement bien. Alors... je pense que ça sera la dernière question du podcast, de cet épisode, les filles. Si vous deviez garder une chose de la culture occidentale, qu'est-ce que ça serait? De la culture africaine également. Et au contraire, si vous deviez mettre à la poubelle quelque chose de ces deux cultures, qu'est-ce que ça serait? Vous avez le micro. Moi, je dirais de la culture européenne, oublier de se demander d'où on vient. Alors attends, ça c'est un truc que tu gardes, que tu jettes? Non, que je jette. Ok. Oublier ses racines. Ok. Ouais. Et trop passer de l'autre côté, devenir trop blanc. Mais attends, est-ce que ça fait partie de la culture, ce que tu considérais comme la culture occidentale? Tu m'as demandé ça, la culture occidentale, je vais en parler après. Alors attends, je repose ma question. Non, ce que je jetterais... Mais ça fait pas partie de la culture occidentale que d'oublier ses racines. Ouais, le fait d'être ici, on oublie. Oui, mais c'est pas un attrait, c'est pas lié à la culture. Non, c'est pas lié à la culture. Donc ma question c'est, qu'est-ce que tu caractériserais comme faisant... T'avais bien commencé sur la partie le partage pour l'Afrique. Ok, je repose ma question. On va la simplifier, d'accord? Maëlie, si tu devais garder une seule chose de la culture africaine, qu'est-ce que ça serait? La solidarité. La solidarité et le retour à mes ancêtres. Une chose. Non mais elle fait ce qu'elle veut, vas-y. On recommence. Maëlie, si tu devais garder une seule chose de la culture africaine, qu'est-ce que ça serait? La solidarité. Ok, bravo. Pourquoi? Parce que ça permet de garder le lien, de ne pas penser qu'à soi et de partager.
Et si tu devais garder une seule chose de la culture occidentale française, ça serait quoi? La liberté. La liberté? La liberté d'aller, de revenir, de faire ce que tu as envie de faire. D'être D'accord. toi-même. Enfin, tu trouves qu'en Occident, il y a la liberté d'être soi-même? Oui, surtout de la femme. Moi, ce que je garderais de la culture africaine, c'est l'importance de la famille. L'art de recevoir, la générosité, en fait. On est des gens accueillants. Ça dépend dans quel pays, hein, excuse-moi. Ouais, hein. c'est Parce que Qatar. franchement, c'était pas l'Afrique du Sud, c'était quoi est-ce que je suis allée là? Bref, où on s'est fait refouler à la frontière parce que la meuf elle était aigrie comme jamais, elle était pas accueillante. Donc, pour le coup, là, je me suis dit pas, oh là, l'hospitalité stéréotypée africaine, it's not a thing. Sometimes you suck. Donc, non, après, c'est une question de personne. Là. C'est pas. T'es peut-être tombé sur Elle quelqu'un qui était mal Elle luné. était mal lunée. Est-ce qu'on est bien accueillis au Cameroun? Parce que vous parlez là, mais est-ce qu'on est bien accueillis au Cameroun? Moi, je dirais oui, dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, quand tu arrives à l'aéroport, admettons tu arrives à l'aéroport. Là, je cherche les euros, c'est normal. Voilà. Tu vois, on n'est pas au Sénégal, genre, où il y a le sens du tourisme, ou Allez aux États-Unis, voilà, là on accueille bien les gens. aux États... Mais, are you Avec des guns. Non mais Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien attendez, accueillir les gens, attendez. Je dis, tu prends On l'avion. s'éloigne de la question, s'il vous plaît. Non mais Non, quand on- tu prends l'avion, quand t'arrives à l'aéroport aux États-Unis ou quand tu vas dans un restaurant manger, etc. T'es mal accueilli. Non, t'es bien accueilli. Non, c'est Bon voilà, c'est tout ce dont je parlais. Tout Ok. le reste là, ne me parlez Oui, pas oui, de gun et c'est- tout. Je parlais juste de ça. Quand vous allez à l'ambassade du Cameroun pour prendre votre visa, excusez-moi, le parcours utilisateur est quand même limite. Alors, du coup, l'art de recevoir, quand vous recevez des gens chez vous, vous pensez que c'est pas. I was just doing follow-up question. That's my job. Non, c'est absolument Liliane, je suis d'accord avec toi. Non, mais L'art on est de d'accord. Non, il y a une recevoir. forme de chaleur. Il y a toujours la nourriture ça. pour tout le monde. Mais en même temps, mais c'est très... Enfin, par exemple, quand tu vas dans le sud des États-Unis, bon, un exemple comme ça. La Nouvelle-Orléans. Mais après, hey, on a le droit. Beyoncé de Nouvelle-Orléans et Brené Brown, ok? Cette chaleur d'accueil où en fait, tu viens, oh mais viens, il y a à manger pour 5 Tu te souviens quand on était, je sais pas si on se baladait avec le père, on allait manger et en fait il avait son chapeau et tout de cowboy et bon les États-Unis ils ont aussi une culture Texas Walker Ranger là, Walker vraiment, Texas Ranger. it's a thing, vous Yeah. avez compris et je me souviens on allait manger et il y a un gars qui s'arrête qui fait hi how are you I love your hat et tout et je me souviens le père il était là en mode what the fuck. Genre en France on va pas t'arrêter pour te dire hey j'adore ton chapeau have a ça, good c'est day clair. tu devrais aller manger là-bas c'est cool et tout et c'était un gros choc culturel. J'étais en mode ah ouais en fait ici c'est genre ils vont te parler qu'ils te connaissent ou pas. Mais en même temps, c'est un peu. Je trouve que c'est un. Qu'est-ce que tu fais de cette joke là? Elle a dit quoi? Je sais pas. Je suis pas du tout. Bon, ok, vas-y. Qu'est-ce que tu gardes de la culture occidentale? La carte d'identité? On va répondre à la question. T'as dit la carte d'identité toi? Ouais, le passeport, ouais, clairement. Ah bah oui. Tu peux aller partout. Non, c'est vrai, mais Ça, je veux pas- rejoint l'histoire de la liberté dont On ne- Tu sais, hein, On ne le t'entend podcast, pas. ça marche avec le micro. Elle a fait des dernières phrases et elle les fait hors du micro. Bah, Ça fait 15 minutes que Valérie a posé une question et on n'y a toujours pas compris Elle a qu'on pas est dans compris. un podcast. Il y a pas Non mais c'est ça, moi je pense que on se marre quand même beaucoup. Où Enfin, ça après, mais je sais pas, dans notre culture on se marre beaucoup, c'est Mais facile de... Laquelle? La culture africaine. D'accord. Non, on se marre beaucoup. Oui. Beaucoup de vite quoi, ouais. Le rire La est joie plus de facile. Ouais. Ok. Ouais, j'ai l'impression qu'on est moins, ouais, on est moins coincé. On est moins Bah, coincé. Le deuil, c'est un moment de célébration quand même chez nous. Alors, un truc que j'aimerais regarder de la culture africaine, c'est cette capacité qu'on a toujours communier ensemble à travers la musique. Que ce soit par des événements heureux ou malheureux, enfin, c'est toujours un élément qui est présent. Excuse-moi, mais je pense que c'est pas que africain. C'est noir. J'ai l'impression que c'est noir. Hein. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il y a un truc noir, mais genre, c'est vraiment un truc, genre, tu mets des noirs ensemble dans une pièce, quel que soit leur pays, et tu commences à faire un beat, il y en a Ouais. 3-4 qui vont te faire du beatbox, les autres qui vont commencer à danser, enfin, il y a un truc quand même, tu vois, d'une âme un peu... Bon, faut dire qu'on a le rythme aussi. Hein. Oula, Ah, attention, alors là- attention alors là- polémique. C'est parti. Ce n'est pas C'est la pas vérité absolue. Je pense que sincèrement, l'histoire dépend. du rythme là, c'est des histoires. Ça dépend. C'est comme De chaque l'intelligence. Ouais. Les gens qui sont, comment dire, surdoués, tout ça, c'est des histoires. C'est une histoire d'entraînement. Quand les enfants nous voient tout petits danser, bah, ils reproduisent juste. S'ils ont un parent qui danse et qui est pas sur le rythme, bah, ils vont reproduisent un parent, ils sont pas sur le rythme non plus. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est pas une question Ouais. de couleur. Ça, c'est vraiment l'idée du growth mindset et du fixed mindset. Hein. Tu vois, en fait, que même si tu veux, par exemple, là, je faisais mes étirements ce matin, je me dis, ah, j'aimerais bien avoir une mémoire photographique. Et je me dis, bah, a priori, je pense que tu peux, hein, il suffit d'entrer. Enfin, il doit y avoir un mec qui va t'expliquer sur YouTube comment avoir une mémoire photographique. Je pense. Donc, le rythme, c'est pareil. Par contre, quand tu n'as pas le rythme, tu l'as pas. Et parfois, c'est juste que c'est dur. Ouais. Ça va demander beaucoup d'efforts. Parce que le pas de Mais deux- c'est comme you tout, can en do fait. it. C'est-à-dire que
Là, pareil, tu dis c'est dur, mais non, c'est du fixed mindset. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais quelque chose, tu le fais pas dans le bon sens. Pour le faire dans le bon sens, ça demande de changer tout un tracé qui a été fait dans ton cerveau. Exactement. Donc c'est juste que pour enlever ce tracé, c'est difficile, c'est tout. Et qu'est-ce que tu gardes de la culture occidentale? Je rejoindrai ce que vous avez dit toutes les deux. Toi, J'ai rien dit. t'avais dit le passeport tout à l'heure. Ah oui, j'ai dit le passeport. Enfin, la liberté, en fait, de se déplacer ou autre. Tout le monde a répondu? Après, j'ai l'impression, malheureusement, au Cameroun, par exemple, l'accès au divertissement, les gens, le week-end, en fait, ils s'en merdent beaucoup, quoi. Et... Enfin, ils sont chiés. T'as vite fait le tour, quoi. Ouais. Là, pour le coup, en Occident, en Europe, on a quand même l'accès à un divertissement qui est dense. Ouais. Alors maintenant, on peut se dire que dans l'ère du digital, tu peux visiter le Louvre à distance, etc. Ok, mais être dans un musée, il y a l'âme du musée aussi, il y a toute cette connexion avec la connaissance qui se fait, avec tous ces gens aussi qui partagent l'amour de la connaissance. Donc c'est quand même... Plus dense, ouais. C'est quand même différent, ça. Je crois que là-dessus, on a une chance. Voilà. Après, c'est un positionnement, mais on a une chance, quand on est entre les deux cultures, de pouvoir justement naviguer et d'aller prendre les bonnes choses, en tout cas ce qu'on considère en tant que personne comme étant des bonnes choses, et ce qu'on considère en tant que personne comme des choses qu'on n'a pas envie d'avoir. Ça, c'est très subjectif, en fait. Je pense pas qu'il y ait de vérité absolue là-dessus. Et moi, si je devais rajouter un truc par rapport à la sécurité en Europe, la sécurité. Le fait de se dire, je sors à nuit à 23h, 1h, 2h, 3h. Tu fais quoi la nuit à 23h? Elle fait la bringue. Sans savoir si tu vas te faire attaquer au bout de la rue, tu sais pas. Tu peux te faire attaquer au bout de la rue, ma mère. Quand tu sors de ton taf ou de chez un ami, tu te poses la question de savoir, est-ce que je vais me faire... Un truc très simple, il y a un gardien par maison en Afrique. Même si t'es au village, tu prends ton gardien, tu et le puis t'as les poses là, barreaux, quoi. t'as les barreaux aussi. Oui, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même une insécurité qui est latente. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'insécurité dont tu parles, elle est réelle parce Et que elle justement, entraîne. chacun a un gardien chez lui. Ici, t'as pas un gardien chez toi, tu mets une alarme, mais voilà, c'est Et tout, tes quoi. fenêtres, t'as pas besoin de barreaux. Moi, si je pouvais rajouter un truc, ce serait garder des deux côtés tout ce qui concerne la gastronomie. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. La cuisine occidentale, française... Est-ce que la cuisine française, c'est la meilleure cuisine du monde? A priori, c'est l'une des meilleures... Enfin, au moins la base. La plus riche? Je ne dirais pas que c'est la plus... C'est celle que j'affectionne le plus parce que j'ai la technicité, mais la cuisine asiatique, c'est celle que je préfère, en fait. Parce que je pense qu'elle est plus... Il y a tellement de saveurs, tellement C'est les de épices qui paramètres. font la différence. C'est hyper Voilà. cliché parce que je suppose qu'il y a 1 milliard de trucs. Oui, il y a 1 milliard de Ouais. trucs. Des fruits qu'on ne connaît même pas, tu vois. Et... Et la cuisine africaine aussi, conviviale, savoureuse. D'ailleurs, on a un podcast Vraiment. sur la cuisine africaine avec Blériot. Allez écouter saison 2. Mais il y a pas mal de proximité entre la cuisine asiatique et la cuisine africaine. Hein. D'ingrédients. D'ingrédients, il y a énormément de... Moi, je me souviens, j'avais été dans un marché, c'était à Singapour, je crois, et en fait, on retrouvait les mêmes trucs Ouais, qu'on trouvait au absolument. Cameroun. Hein. C'était... Et après, par contre, un truc que j'aimerais bien retrouver, parce que ça, on l'a perdu malheureusement depuis trop longtemps, c'est le rapport avec notre spiritualité. Finalement, en quoi croyaient nos ancêtres avant ? En quoi Avant ils quoi croyaient avant la colonisation. Avant la colonisation, en quoi croyaient nos ancêtres. Et je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes, hein, peu importe d'ailleurs, peu importe l'origine en vrai, c'est d'essayer de comprendre dans son transgénérationnel en quoi croyaient ses ancêtres et sur quelle base spirituelle ils étaient. Moi, je vais plus à l'église, voilà, parce qu'en fait, ça correspond pas à ce que mes ancêtres avaient en religion. Donc, et indépendamment de ça, j'embrasse beaucoup plus la religion de mes ancêtres aujourd'hui. Moi, c'est rigolo parce que le culte des ancêtres m'a rapproché de la foi, de la spiritualité. Je pense qu'on devrait faire un podcast là-dessus. Et en même temps, ça m'a également... Il y a un côté aussi très universaliste que j'ai développé de manière générale en arrivant à prendre un peu des différentes religions, surtout les préceptes, moins ce qu'en font les hommes, parce que c'est ça en fait le problème. C'est ça principalement ce qui me bouffe dans les religions, c'est que c'est des instruments parfois pour des choses qui sont négatives, alors que les préceptes partent sur des valeurs magnifiques et universelles. Et donc du coup, je peux aller dans une église par exemple et être touchée, mais ça va dépendre où. Par exemple, je vais être dans une église de gospel et même si je n'adhère pas avec le culte lié à la religion, par contre je peux être touchée par l'esprit des messages qui sont donnés en fait et embrassés. Et je suppose que si je vais dans une synagogue ou dans une mosquée, je crois pas que je puisse d'ailleurs, mais je
pense que je pourrais être touchée dans mon cœur, dans mon âme et être vraiment prise par le message général, quoi. Pour ma part, qu'est-ce que je garderais de la culture africaine? Je pense le rapport avec la nature, on va dire, je pense. Même si ça peut être un peu cliché, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans la terre. Et quand tu vas au Cameroun, mais j'ai l'impression que tu vois, tu manges quand même beaucoup mieux. Tu vois, t'as accès à des fruits et des légumes qui sont là, qui ont été cultivés. Enfin, il y a un rapport à la terre qui est quand même différent. Et puis dans la culture occidentale, je pense que je dirais le côté un peu distingué, je mets des grosses guillemets, parce que ça donne aussi le côté très... t'es un peu snob, tu vois. Mais, tu sais, les Français, ils aiment la petite truc, le machin, l'art de, tu vois. Le côté art de, oh, la sculpture, elle est magnifique. Ah, il y a ce côté-là un peu élitiste, qui peut être grave gonflant parfois, mais que j'apprécie. Il y a des petites finesses, tu vois. Tu vas manger ton macaron et tu vas dire, ah ouais, il est trop bon ce macaron. Ou tu vas dire, ah non, mais les baguettes. Enfin, tu sais, il y a tout un débat sur les baguettes. Est-ce que c'est pas une baguette, machin. Donc voilà, ce côté-là un peu fine bouche. J'aime bien. Non, mais je suis d'accord avec toi, Valérie. Mon rapport au paysage a complètement changé par rapport au paysage africain. Quand je vais au Cameroun, je me réveille devant une montagne. Ouais. Je vais à la plaine de Moro, je me rends compte que c'était tellement beau. J'avais pas du tout ce regard-là, tu vois. Tu te souviens en haut de la colline, la plaine de Beau, là. Ouais, Oh là là. Tu t'émerveilles pour... magnifique. voilà, j'ai ce rapport-là que j'ai transposé. Tu vois, quand tu sors à Paris le soir, tu vas à des monuments. Mais Paris, c'est Simplement, magnifique. Hein. ouais. La nuit... Mais même la journée. Même que tu ailles dans les quartiers du 4e, dans le 1er, où tu vas dans le 18e, il y a un truc, tu vois. C'est genre... tu sais, c'est vraiment le Paris que t'imagines quand t'es étranger. Tu dis « Oh, Paris, Paris !» Bah ouais, c'est ça, en fait. Il y a une essence parisienne qui est quand même cool. Je vous avoue, mesdames et messieurs, et tous les gens au milieu, c'était pas facile. Mais on a réussi, donc on espère que vous avez apprécié ce podcast. On s'est beaucoup marré, c'est sûrement un peu décousu, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. On vous remercie pour votre attention, et surtout, vous n'hésitez pas à réagir à ce podcast. Et si vous l'avez écouté jusqu'au bout, votre cadeau pour nous, c'est de le partager à au moins une personne qui, selon vous, serait intéressée par le sujet. Partagez-le, n'hésitez pas à faire des commentaires, liker, bref, vous savez qu'on est là, on est sur les réseaux sociaux, et on a également notre site internet qui s'appelle upgradepodcast.paris, sur lequel vous pourrez retrouver tous nos podcasts. En attendant, on vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Salut! Prenez soin de vous. Bye. Bisous. À bientôt. C'est cher, c'est cher. C'est cher, c'est cher. C'est cher, c'est cher. C'est cher, c'est cher. C'est cher, mais pas laisser cher. C'est pas cher, mais laisser cher. On va aller aux Seychelles. Oui. C'est cher.